Bonjour, bienvenue à Café Noir, l'émission d'Avatar Édition qui porte pour vous un autre regard sur le monde. Je suis Gilbert Dawed des éditions Avatar. Aujourd'hui, je suis avec Gérard de Suy. Nous allons vous présenter son livre paru dans notre collection Agora, Le pragmatisme, outil d'analyse d'un monde complexe. Vous trouverez bien sûr le lien du livre dans le champ de description de la vidéo. Monsieur Gérard de Suy est professeur émérite à l'Université de Bordeaux. Ses travaux portent sur l'épistémologie de la géopolitique et des relations internationales et sur la théorisation de la mondialité. Il en a retenu que le pragmatisme méthodologique est la manière la plus efficace d'approcher la réalité. Il en a acquis la conviction que l'État européen est devenu indispensable aux Européens afin qu'ils maintiennent leur civilisation. Alors tout d'abord, pourquoi ce livre? Oui, bonjour, bonjour Gilbert. Pourquoi ce livre? Eh bien, parce que face aujourd'hui à la confusion qui règne en matière d'analyse du monde et des relations internationales en particulier, j'ai voulu rappeler avec les pragmatistes et en particulier avec le dernier d'entre eux, Richard Rorty, décédé en 2007, et qui lui-même se situe dans une longue lignée d'auteurs sceptiques et du fait de ce fait-là même pragmatiste, que la vérité n'existe pas. La vérité n'existe pas en matière en tout cas de politique, en matière de sciences humaines. Pour les sciences de la nature, là, c'est autre chose. Il y a l'expérimentation. On peut se fonder sur des analyses beaucoup plus concrètes. Donc, en matière de politique et de sciences politiques, il faut bien toujours considérer que les hommes ne se comportent qu'en fonction de leur représentation du monde ou de la société. Ils se comportent par rapport aux images qu'ils se font de cette société ou de ce monde. Ces images sont déterminées par leur idéologie particulière, selon les termes de Karl Mannheim, ou, si l'on veut, si l'on suit Rorty, par leur ethnocentrisme d'abord, et ensuite par l'idéologie ou la croyance collective à laquelle ils adhèrent bien souvent. On en a une démonstration avec la guerre qui se déroule aujourd'hui en Ukraine, qui, au-delà de toutes les considérations politiques ou géopolitiques, est d'abord une guerre qui oppose deux ethnocentrismes. D'un côté, l'ethnocentrisme occidental, qui entend imposer un peu sa conception du monde à tous les peuples, et de l'autre, l'ethnocentrisme russe ou panslaviste, conforté par un certain complexe de l'encerclement. Ça, ce n'est qu'un exemple, et je n'y reviendrai pas dessus, puisque ce n'est pas du tout l'objet de mon livre. L'objet donc de ce livre, c'est qu'après avoir rappelé ce constat premier, de l'impossible accessibilité à la vérité, il est quand même loisible, il est quand même légitime d'essayer de s'en rapprocher. Et pour cela, le pragmatisme méthodologique m'est apparu comme la meilleure solution, le meilleur moyen, sans évidemment d'ailleurs abandonner l'idée qu'on arriverait à une vérité absolue, mais que par contre on peut s'en approcher du mieux possible par approximation, par interprétation. Et le pragmatisme méthodologique a la chance de pouvoir s'appuyer sur d'autres travaux sociologiques, en particulier les travaux de la sociologie allemande du 19e siècle, celles qui ont pour tête de proue Georges Simmel, Max Weber et Karl Mannheim notamment. À partir de là, il m'est apparu possible, grâce au pragmatisme méthodologique, de disposer d'un paradigme et d'une méthode pour aborder ce qui est aujourd'hui un changement fabuleux du monde auquel on assiste. On est dans un grand bouleversement, un continuel mouvement, et on est entré, c'est une des thèses que je défends dans ce livre aussi, du coup, dans une mondialité postmoderne. Et c'est cette mondialité, pour comprendre cette mondialité postmoderne, dont nous nécessitons d'un nouveau paradigme et d'une nouvelle méthode. Qu'entendez-vous par mondialité postmoderne? Alors, qu'est-ce que j'entends par mondialité postmoderne? Ben, le fait que le monde aujourd'hui est entré dans un monde véritablement connexe, un monde synchrone et connexe, au sein duquel la modernité occidentale est dépassée. Il y a en quelque sorte un double dépassement de cette modernité occidentale.
un dépassement exogène par justement l'inclusion dans cette mondialité auquel je viens de faire référence. Et il y a également un dépassement interne. La modernité occidentale est arrivée en quelque sorte à son extrémité, à sa dernière extrémité. Alors, la mondialité, aujourd'hui, elle est évidente, elle est là devant nous. Les Occidentaux, dans ce qui se passe d'ailleurs en Ukraine et qui peut se passer ailleurs, sont bien obligés d'admettre que cet univers auquel ils ont en partie rêvé, cet univers qu'ils croyaient pouvoir unifier au titre de leur propre idéologie, cet univers est en fait un plurivers. C'est un plurivers, nous sommes devant un monde qui est un monde d'espace culturel et d'espace civilisationnel bien différent, qui s'affirme de plus en plus nettement, en particulier évidemment la Chine, qui par la voix de son président a bien affirmé que ne concéderait rien sur ses propres valeurs par rapport à l'Occident. Donc, c'est ce plurivers mondial qui réduit aujourd'hui, finalement, la civilisation occidentale à ce que Max Weber avait dit d'elle, c'est-à-dire à une exceptionnalité. C'est une histoire exceptionnelle, particulière dans l'histoire mondiale. C'est une particularité régionale, a dit Richard Rorty d'elle. Alors, outre donc ce dépassement qui est sans doute essentiel, cette modernité occidentale est arrivée à son terme, on peut le dire. C'est la thèse des postmodernistes, c'est la thèse notamment de François Lyotard, fin de la modernité caractérisée par la fin des grands récits, des grandes idéologies. On constate bien qu'aujourd'hui, en Europe et aux États-Unis, on ne croit plus à grand-chose. Le marxisme est mort et enterré. Il n'y a plus de grands récits, de grandes histoires, de grands discours qui puissent encore maintenir une certaine cohérence de ce monde occidental. Il y a bien le libéralisme, et on voit bien que le libéralisme est incapable d'induire un ordre mondial. C'est plutôt un chaos universel aujourd'hui qui le tend à provoquer. Il y a également le fait que les valeurs sur lesquelles s'appuie cette modernité sont, on peut le dire, en quelque sorte exacerbées aujourd'hui. Elles arrivent au bout aussi de la limite de leur possibilité. On le voit avec cet individualisme exacerbé qui s'affirme, qui s'exerce à tout propos. On le voit avec ce remplacement du besoin qui expliquait une grande partie du bon fonctionnement de nos sociétés, qui est remplacé par le plaisir, par le désir. Et enfin, il y a cette mutation complète qui est la mutation technologique, l'apparition des masses médias qui, elle aussi, bouleverse complètement le fonctionnement de la société et particulièrement le fonctionnement de la démocratie en Europe, puisque cette technologie permet l'affirmation, la multiplication de tous ces réseaux sociaux qui pullulent à droite et à gauche et qui viennent complètement perturber le jeu démocratique habituel. Donc, on est vraiment dans un monde qui est en plein bouleversement, que ce soit au niveau international, mondial, ou que ce soit au niveau de nos propres sociétés occidentales. Et pour pouvoir analyser tout ça, pour analyser cette complexité que représente ce double changement qui interfère évidemment à longueur de temps, on ne peut que rechercher un nouveau paradigme et une méthode, si possible, pour l'aborder. Donc, une double question se pose ici. Alors, qu'est-ce que la philosophie pragmatiste? D'où vient-elle? Et bien entendu, qu'entendez-vous par pragmatisme méthodologique? Oui, alors, ce n'est pas un livre de philosophe, je ne suis pas philosophe, ce n'est pas un livre de philosophie, c'est un livre d'épistémologie politique avant tout, qui fait évidemment référence à la philosophie dans la mesure où le pragmatisme proprement dit, celui dont on parle le plus souvent, est une école philosophique de la fin du 19e siècle, américaine, fondée notamment par des gens comme Charles Peirce, mais il n'est pas tout seul, c'est une petite équipe, parmi lesquelles on peut citer John Dewey également, et William James. Et cette école, donc nord-américaine, de la fin du 19e siècle, qui va être désignée sous ce terme,
en réalité, n'est que l'héritière d'une longue tradition, qu'on peut qualifier de pragmatiste, pour simplifier, et qui remonte à l'Antiquité. Parce que, au fond, le pragmatisme plonge ses racines dans la faille, dans l'opposition fondamentale qui existe dès la Grèce antique et qui oppose Platon et les platoniciens d'un côté et tous ceux qui, en face de lui, récusent sa métaphysique, son illusion sur la possibilité d'accéder à un monde parfait. Et c'est cette opposition permanente qui va traverser les siècles que l'on retrouve ensuite chez les pragmatistes américains proprement dit, qui ont évidemment des antécédents aussi, on peut compter dans l'empirisme anglo-britannique, mais pas rentrer dans le détail ici, qui quand même s'en différencie par un certain nombre d'aspects. Donc l'idée fondamentale de cette école, c'est que, contrairement à ce qu'ont pu espérer les platoniciens, les kantiens notamment, on ne peut pas accéder à la vérité du monde. On ne peut pas accéder à la vérité du monde, il n'y a pas d'absolu et tout est représentation. Alors bien entendu, il y a une réalité, mais cette réalité, elle est toujours interprétée, toujours représentée. Et le monde dans lequel on vit est une interpénétration de cette réalité et des représentations que les hommes s'en font. De toutes les façons, pour les pragmatistes, les hommes ne se déterminent qu'à partir de leurs propres représentations, à partir de leurs propres images qui se font, je le disais donc, du monde. Et donc, au fond, il est inutile d'aller rechercher la vérité, d'essayer de transverser les apparences pour accéder à cette vérité, puisque les hommes ne se détermineront jamais à partir d'elle. Il faut par contre confronter les représentations. Et c'est, je dirais, le mot d'ordre, en quelque sorte, de Richard Rorty, qui est celui de l'inter-ethnocentrisme. Pour essayer de comprendre les choses, il faut mettre face à face les différentes interprétations. De ce fait également, il est impossible de pouvoir accéder à une connaissance totale, à une connaissance pure de la réalité. Et les pragmatistes sont convaincus que toute connaissance est contingente d'un contexte, d'où leur référence permanente soit à Thomas Kuhn et son concept du paradigme, soit encore à Michel Foucault et sa thématique de l'épistémie. Donc, il y a incontestablement des antécédents philosophiques, sur lesquels je ne m'étendrai pas ici, à l'école pragmatiste américaine, qu'on peut donc faire remonter jusqu'aux luttes entre Platon et les sophistes. Mais il faut bien dire que trois auteurs ont quand même véritablement compté pour les pragmatistes. Alors, pour les uns, c'est Hegel, pour les autres, c'est Nietzsche, et en tout cas pour tous, c'est Darwin. Darwin, vraiment, est une fracture dans la pensée humaine pour les pragmatistes, dans la mesure où, pour eux, il a parfaitement démontré que les hommes n'étaient rien d'autre que des animaux intelligents, doués du langage, et que la pensée, finalement, humaine se résumait à une production du cerveau, et qu'il n'y a pas d'entité métaphysique à rechercher par ailleurs, il n'y a pas de surmonde, il n'y a pas d'arrière-monde. Le monde n'est que ce que les hommes en font à partir de leurs représentations qui sont elles-mêmes une production de leur cerveau. Ce qui est aussi très intéressant, et c'est moi ce qui m'a permis d'avancer en tout cas dans ma recherche, c'est qu'il existe une très forte convergence entre les pragmatistes, qui s'est très peu prononcé sur le plan politique, en dehors de John Dewey, qui a quand même une réflexion intéressante sur la démocratie, en particulier sur la démocratie américaine, mais en dehors de lui, peu de production de type politique. Par contre, où les choses deviennent fructueuses, c'est à partir du moment où on rapproche la philosophie pragmatiste de la sociologie allemande du XIXe siècle, c'est-à-dire de la sociologie compréhensive de Max Weber ou de la sociologie formiste de Georges Simmel. Parce qu'alors là, à partir de là, on peut véritablement essayer de définir un paradigme pragmatiste
pour l'étude de la politique, des sciences politiques, et une méthode. En résumé, on en arrive à envisager la politique comme une configuration de pouvoir et d'acteurs pris dans un même système, qu'ils se représentent différemment bien entendu, et un système qui est le produit, le résultat de leurs activités, de leurs stratégies. Tout cela ne pouvant déboucher que sur des images, des systèmes que l'on ne pourra que interpréter, analyser, mais dont il est impossible de tirer une théorie évidemment d'évolution définitive et absolue, contrairement à tout ce qui a pu être fait ces dernières décennies par les modernes. Et comment, d'un point de vue pragmatiste, évaluez-vous le monde actuel? Alors, d'un point de vue pragmatisme, justement, on évaluera le monde d'aujourd'hui qu'avec beaucoup de prudence, beaucoup de précaution. Ce monde actuel, donc, comme je disais tout à l'heure, est en plein bouleversement, en plein changement. Contrairement donc à ce qui a pu être espéré du point de vue occidental, il est très loin d'avoir pris le chemin de l'intégration. C'est un monde sans doute à haut risque, au sein duquel les mots de Raymond Aron, hein, survivre c'est vaincre, ces mots se vérifieront sans doute de plus en plus souvent pour beaucoup de communautés dans les années qui viennent. Alors, on peut l'analyser évidemment ce monde sous divers aspects, évidemment. Dans l'immédiat, sans vouloir faire de prospective, il me semble en tout cas que les différentes problématiques constituent aujourd'hui des sortes de nœuds gordiens très difficiles à défaire, qu'il faudra donc trancher. De quelle manière, ça, on ne peut pas le savoir, mais des nœuds gordiens qui combinent donc cinq problématiques essentielles qui sont, et je ferai ici que les énumérer parce que évidemment ce serait beaucoup trop long de les analyser dans le détail, qui sont d'abord le changement climatique, la réalité du changement climatique, parce que si les prévisions qui nous sont parfois annoncées se réalisent, il est évident que le facteur naturel va redevenir un facteur essentiel de l'évolution humaine. Si c'est le cas, si le réchauffement me paraît assez incontestable, reste la question de son origine réelle, peut-être, là-dessus qu'on peut être encore un petit peu sceptique par rapport à certains discours, mais il peut entraîner des bouleversements absolus qu'on ne peut pas imaginer, bien entendu, aujourd'hui. Et il faudra que les hommes s'adaptent. Et ce changement naturel, ce changement climatique aura des conséquences d'ordre démographique, économique, etc. Ça, c'est un premier point. Ensuite, évidemment, il y a un deuxième point, c'est l'évolution démographique du monde, avec les contrastes démographiques énormes qui se profilent à l'horizon. Pensons notamment à l'Afrique, qui d'ici 2 ou 3 décennies comptera 4 milliards d'individus. Ça va être vraiment pour l'Europe quelque chose d'essentiel comme problème. Lié à ce problème purement démographique, les problèmes aussi du vieillissement des populations, tout ça, évidemment, reste très, très problématique, peu prévisible dans les effets évidents, mais on sait que la démographie est un impondérable de la politique et un facteur fondamental. Le troisième élément, bien sûr, c'est l'économie, avec aujourd'hui plus que jamais une incertitude quant à l'évolution économique du monde, quant à notamment à la croissance mondiale, parce qu'il faut bien voir que tout le système créé jusqu'à aujourd'hui par les Occidentaux, par les grands groupes internationaux, repose sur la croissance. Si la croissance s'arrête, il y aura partout dans le monde des questionnements qui peuvent aller très loin. On a vu déjà certains problèmes, notamment en Europe, chez nous en France en particulier, quand certaines parties de la population est victime finalement de la mondialisation, de tous les transferts qui ont été opérés à droite à gauche. Donc, si jamais il y a un ralentissement de la croissance, là, peut évidemment engendrer des problèmes sociaux considérables. Or, ce ralentissement, cette stationnarité, même pour certains spécialistes, peut s'avérer réelle dans les années qui viennent, pour des raisons purement économiques déjà, qui ont été analysées notamment par plusieurs auteurs américains, et du fait aujourd'hui, on le voit, avec des phénomènes qui étaient imprévus, comme la pandémie que l'on vient de connaître et qui sera peut-être remplacée, renouvelée par
par d'autres dans les temps qui viennent. La guerre d'Ukraine aussi va sans doute entraîner un ralentissement très net de la croissance économique, au moins en Europe. Donc là, il y a une inquiétude sur ce plan-là et on ne sait pas trop comment les choses vont évoluer. On peut penser, avec Peter Sloterdijk, le philosophe allemand, que le temps de la gâterie, comme il écrit, est terminé, hein, que le temps de l'opulence est terminé. Et à partir de là, tout est possible. Hein. Le quatrième élément à prendre en considération, à mon avis, qui est phénoménal aussi, c'est le facteur technologique qui bouleverse nos sociétés, qui change complètement la donne. Facteur technologique qui fait que notre démocratie ne peut plus fonctionner comme autrefois. Moi, j'utilise aujourd'hui la notion, le thème de démocratie de la multitude. Hein, la technologie, démultipliant les possibilités aux gens de s'exprimer, on est vraiment entré dans une démocratie de la multitude où les formes de représentation traditionnelles sont complètement dépassées. Il va falloir innover, hein, il faut trouver des solutions. Surtout que nos sociétés, en même temps qu'elles sont ainsi soumises à ce déterminisme technologique, sont de plus en plus fragmentées, sont de plus en plus communautarisées, au moins en Occident. Et l'entrelac de ces phénomènes doit nous laisser attendre des changements assez fabuleux. Et enfin, dernier élément, peut-être le plus important, c'est sans doute le plus décisif, c'est la nouvelle architecture de la puissance internationale. Parce que la mondialisation, on l'a surtout abordée du point de vue économique, social, mais il faut bien voir que son résultat premier, c'est la redistribution de la puissance. La mondialisation a complètement redistribuer la puissance à l'échelle internationale, en permettant notamment l'émergence de l'Asie orientale, de la Chine bien sûr en pointe, mais derrière il y a l'Inde et il y a d'autres États dont les puissances vont émerger dans les années qui viennent. Et je pense qu'on peut d'ores et déjà dire que du point de vue international, on est entré dans une phase de transition hégémonique, un peu comme si vous voulez, comme avant 1914, l'Allemagne remettait en cause l'hégémonie économique britannique. Eh bien, aujourd'hui, on est un peu dans la même situation, mais c'est la Chine qui vient évidemment de plus en plus contester les positions occidentales, américaines au premier chef, évidemment, dans le monde. Et ça, évidemment, c'est un élément essentiel. Un élément essentiel du devenir. Donc, c'est tout ça qu'il faut analyser avec modestie et avec pragmatisme, et en évitant toute idée préconçue, toute idéologie, tout en sachant qu'évidemment, l'idéologie est partout en même temps. Donc, c'est un monde très complexe que, je pense, le pragmatisme méthodologique devrait nous permettre d'analyser de façon la plus rationnelle possible. Donc, avec pragmatisme, on va demander à nos auditeurs d'aller acheter votre livre, Le pragmatisme. Et donc, c'est la fin de cette émission. Merci pour être intervenu dans Café Noir. Alors, pour nos auditeurs, si ce n'est pas déjà fait, je leur recommande de s'abonner à notre chaîne YouTube ou Odyssée. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous pensez des sujets traités. Merci. C'est moi qui vous remercie.